Abonne-toi dès maintenant à Le Déclic pour ne rien rater. Chaque jour, découvre des vidéos inspirantes sur la politique, le business et la motivation. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications et partager les vidéos avec ton entourage. Ensemble, faisons naître ce petit déclic qui change tout. À côté de ça, en Côte d'Ivoire, on a eu la CDVR, on a eu la CONARIF, je vais mettre en face. Donc j'aimerais savoir, est-ce que dans la démarche du ministre, il a pu avoir accès au moins aux résultats de ces deux différentes commissions-là, savoir est-ce que la démarche dans laquelle lui s'inscrit aujourd'hui est totalement différente à celle qui a été pratiquée. Bon, après il a justifié en disant que les tenants, notamment de la CDVR avec un autre agenda, comme il a dit, c'est propos de langage, que lui, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Et puis dernièrement, moi j'aime bien écouter le ministre parce qu'il parle avec beaucoup d'images et il insiste sur le fait qu'il veut rester cohérent dans sa démarche et avec lui ses compagnons. La dernière élection locale en 2018, j'ai bien aimé le passage du professeur, du docteur Saraka qui dit qu'ils ne vont présenter de candidats sous quelque forme que ce soit. C'est très important, quelque forme que ce soit. Pourquoi ça vous est Parce qu'en 2018, ici en Côte d'Ivoire, le projet a présenté des candidats sous quelque forme que ce soit. En Côte d'Ivoire, ils n'ont gagné aucune élection en 2018. Donc je suis un peu surpris alors que le ministre de l'Agriculture n'a pas fait de la prestidigitation, lui-même déterminant en disant que à Guy Bérois, si je donne un ordre, on élit mon candidat en 2018. Il aurait pu donner l'ordre. Je vais terminer en disant que moi j'ai un problème. Malheureusement, le ministre pourra en souffrir à cause de l'historicité qu'il a eu de personnes dans ce pays qui ont utilisé le concept de la réconciliation. Je ne dis pas d'emblée, comme le procédure l'a dit, qu'il ne serait pas sincère dans sa démarche, parce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a eu plusieurs personnes dans ce pays qui ont utilisé le concept de la réconciliation pour se positionner, qui pour manger un peu comme on dit, ou qui d'autres pour ruser avec l'intelligence des Ivoiriens. En 2020, le président de la République, et je l'ai rappelé il y a quelques semaines sur ce plateau, interrogé a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème de réconciliation. Quelques mois plus tard, le président de la République a nommé un ministre de la réconciliation. Est-ce que entre sa déclaration et cette nomination, quelque chose s'est passé? Je ne sais pas. Mais on a la chance d'avoir le ministre qui a une très belle amitié avec le ministre actuel de la réconciliation. Donc je vais terminer en disant, c'est une question. Est-ce que la démarche dans laquelle il s'inscrit aujourd'hui s'inspire de consultations préalables, par exemple, qu'il aurait eu avec son ami, monsieur le ministre de la réconciliation, de sorte à accompagner ce processus de paix là à bon port. Que l'on finit, en toute honnêteté, moi je vais donner un sentiment personnel. En toute honnêteté, je pense qu'on doit sortir du thème creux de paix, de réconciliation. Les Ivoiriens ont des problèmes sérieux. Et je pense que vous me regardez avec le sourire, je ne vais pas lister les problèmes. Vous avez une longue liste de sujets que sur lesquels vous pouvez me permettre de donner la parole justement pour réagir là-dessus. Jean Boudet, réaction. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un comme un fauteuil blanc de juger. Qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, je suis surpris de ce plateau. J'avoue que Je parle des autres. laissez-moi finir. Pourquoi il parle aux élections? Je ne veux pas aux élections. Moi, je ne fais pas comme les autres. J'ai un parti politique que je dirige, qui a des instances. On n'empêche pas les autres d'aller aux élections. Ce n'est pas un boycott. Nous disons, allez-y, nous, au projet, nous avons décidé d'aller vers les Ivoiriens pour apaiser la situation. Ça, c'est ma décision. Il faut la respecter. L'exercice philosophique, politique. Je respecte les débatteurs. Je dis, respectez ma décision. Ça, c'est ma première réaction. Deuxièmement, vous avez parlé de la CDV et du ministère de la Réconciliation. Ceux-là sont nommés par l'État pour le faire. Moi, je suis volontaire. Mais encouragez-moi. Moi, je suis volontaire. La CDV a été mise sur pied par l'État des Côte d'Ivoire pour aller réconcilier les Ivoiriens. Le ministère de la Réconciliation a été mis en place par le président de la République parce que lui-même constate qu'il y a un problème. Vous allez au Ghana par le ministère de la Réconciliation. Parce qu'il y a un problème. Vous allez au Bénin par le ministère de la Réconciliation. Ce que je vous dis, nous sommes les pays qui sortent de crise. D'accord? À ce moment précis, nous faisons le constat que depuis un mois, on a l'impression qu'il y a la paix dans le pays. Chaque fois qu'on approche les élections, la pression revient. La Côte d'Ivoire est un principal socialiste des pays à liste électorale. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral, la pression monte. Nous disons au projet, le seul parti en Côte d'Ivoire d'ailleurs qui renonce à ces postes d'élection et qui dit nous allons à l'élection. On dit pourquoi jouer avec les Ivoiriens? Si les Ivoiriens sont intelligents, vous avez quel mandat pour la non? Laissez-les nous dire qu'on doit jouer avec l'intelligence. Si on est d'accord tous qu'ils sont intelligents. Moi je vais dans quel village j'ai encore été chassé. Bien au contraire. Je vous invite un jour à venir avec moi dans le cadre de la et je vous invite à venir, vous allez voir, les échanges. Est-ce que je montre? Est-ce que je montre pas? Les échanges que j'ai, je pense que je suis très sérieux. Moi je ne veux pas aller planter des gammes, les échanges pas réfléchis. On a l'illusion qu'on a une paix. Monsieur Arthur, chers amis, nous vivons une paix fragile. Nous vivons une paix de domination. La paix de domination, c'est que l'autre est silencieux. Est-ce que vous avez des moyens pour dominer? Le jour où il y a le plus de moyens que vous mettez, il ne faut pas attendre que cela arrive. Moi je me mets en mission. Et vous croyez-moi, vous n'avez même pas écorché mon orgueil. Si vous trouvez que je suis faible, moi je l'accepte. Mais je vais en mission pour mon pays. Et je veux vraiment qu'on prenne cela au sérieux. Voilà ce que je vous le dis. Il n'y a pas de moyen de Moi je suis pas le porte-parole du ministre Kabé. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire pour faire ce travail. Il y a certaines fuites de route que celui qui a donné. Moi je suis volontaire. C'est très important. Voilà ce que je vous le dis. Il a nommé les candidats de projet qui étaient candidats en 2018. Pour législative notamment. Je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit sur une. Après le coup d'État de 99, pour passer devant le CNPC Gabia, ça a l'air d'un funérailles. Tout était défraîchi. Avec le retour du président Bédier, tout a repris. Quand le président Babou est revenu tout récemment, c'est partisan. On vient regarder l'égalité. Oui, ici, l'arrivée et la présence du leader donne du tonus à l'appareil politique. En 2018, moi j'étais pas là. Mais militant étant c'est pas pour que réunis. Certains ont estimé, quand les candidats étaient aux élections, ils y sont allés, mais pas au projet. Faites la différence. Voilà ce que je vous dis. Je veux continuer ma mission. Mon parti m'a donné mon mandat pour, je n'empêche pas les autres d'aller. Mais je ne suis pas parti à cette élection. Moi, je suis en campagne de paix. Est-ce que c'est parce que le projet est faible? Si ça peut satisfaire certaines personnes, ça arrive à eux. Mais nous, nous avons une décision. Lors du de notre parti, c'est ce que nous avons fait. Merci. Très bien. Henri Coulon. Merci Nadi, je suis heureux et honoré de participer à cet exercice démocratique. Et je fais le constat, l'analyse et l'examen de ce qui a été dit à l'issue du conseil politique du COJEP, que cette décision qui consiste à ne pas aller compétir avec les élections locales est une décision qui a été prise après débat contradictoire. Par conséquence, la décision est tout à fait légitime. Je répète, un parti politique, c'est une association d'abord privée. Elle est privée. Et les gens se donnent une image qui leur est propre, avec leur propre motif. On peut faire même le plus de commentaires qu'on voudrait. Mais ce sont eux qui prennent la décision. Et si cette décision est impopulaire, les gens librement sont entre au COJEP, librement pour partir. Après, aucun problème. C'est la première chose à noter. La seconde chose, c'est que Charles de Gaudet a été un acteur majeur de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce veut être un acteur, lui, un appareil politique. Ce veut être des acteurs majeurs dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il ne se reconstruit pas que dans les infrastructures, mais c'est aussi au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau du tissu social. Et il fait un choix. Son choix, c'est celui de reconstruire le tissu social ivoirien. Parce que vont valoir ces ponts, que vont valoir ces immeubles construits, si on a des personnes qui se tirent là-dessus et qui se guettent. Chacun est à l'affaire pendant le plus fort pour piétiner. On peut pas, moi je suis d'accord quand on dit qu'il y a une paix fragile, oui. C'est dans cela que le ministère de la Réconciliation a l'effet de pouvoir construire une paix durable. Parce que la paix, telle qu'on l'a construite dans l'absence de conflit, n'est pas pour autant cette paix qui permettait à nos Ivoiriens de se projeter plus longtemps. Stanislas de Bounfield, lors d'une conférence à laquelle vous avez participé, rappelait la conférence de pays. Mais la question des élections constitue un risque pour la Côte d'Ivoire. C'est grave quand même. Pour un pays qui se veut être leader, à chaque fois qu'on approche des élections, on n'a pas besoin d'être devin, on n'a pas besoin d'être professeur. Les Ivoiriens ont peur. Ils ont peur que le disent. Ils ont réellement peur, on ne peut pas passer ça. C'est une réalité. Ça va avoir des conséquences. Si quelqu'un participe dans son effort à consacrer son temps et dit je mets en veilleuse la compétition politique et je décide de pouvoir accompagner avec mes moyens, avec ma vision, ma démarche qui consiste à réconcilier les Ivoiriens, tant mieux. À ce que je sache, par rapport aux informations qu'on a documentées, il n'a été chassé dans aucun village. Il n'a été chassé dans aucun village. Cela veut dire que les Ivoiriens l'accueillent. Cela veut dire qu'ils le consentent. Cela veut dire qu'ils acceptent de l'écouter. Cela veut dire que cela convient. Par rapport aux conséquences, ce n'est pas de taux. Quelqu'un veut la paix, ce n'est pas de taux. Il faut donc pouvoir l'accompagner, l'encourager et puis voir par la suite ce que cela va donner. Dans quel cas de figure, il faut espérer que ça réussisse. Parce que si ça réussit, tant mieux, il en tirera certainement un capital. Parce que c'est tellement politique. Mais les autres vont donc s'inspirer de cela. Et si il y a des personnes qui rusent avec la paix, rusent avec la réconciliation, tant pis pour eux. On voudrait croire en lui et lui dire félicitations, continuez, mais continuez très bien. Parce que les Ivoiriens Vous regarde
Ils vous ont reproché beaucoup de choses. Ils attendent de vous beaucoup. Et ce que vous faites là, je crois que c'est suffisant. D'accord. Charles Begoudet, comme c'est essentiellement un commentaire, c'est des encouragements pour que vous renforciez votre chantier de la réconciliation, vous me permettrez de prendre, je viendrai à vous, Franck-Stéphane Dédi, 30 secondes, Docteur Bangali, 30 secondes, et Arthur Banga, 30 secondes. Allez-y. 30 secondes, allez-y. Je veux rassurer tout le monde autour de la table, que ce soit Landry ou le ministre lui-même. Je ne suis pas inquiet. Non, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Hein. Très bien. Je termine. Il donne son point de vue, il n'a pas à rassurer. Absolument. Je termine, monsieur le ministre. Allez-y. Je veux rassurer tout le monde ici. On n'est pas en train de dire que le fait d'avoir choisi la réconciliation est une mauvaise chose. Parce que tout l'argumentaire qu'on entend depuis, c'est comme si on veut se positionner en victime parce qu'on a fait le choix de la réconciliation. Ce n'est pas ça. Vous avez 15 secondes encore. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le ministre l'a très bien dit. Peut-être qu'on le comprendra plus tard. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on dit qu'on priorise la paix et que cela est contraire à aller aux élections. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on ne dit pas que, est-ce que quand vous allez sur le terrain, vous êtes chassé? Est-ce que quand vous allez sur le terrain, ainsi de suite? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est que, certes, c'est un choix privé d'individus, mais vous nous demandez de commenter, on porte nos observations. Absolument. Et comme le ministre a dit, je reste très à l'aise, il a trouvé la bonne parade. A dit, peut-être qu'on ne le comprend pas aujourd'hui, mais vous allez le comprendre plus tard. Il y a pas de on verra bien. Sauf que, Docteur Bangali. Voilà. Ok, dans la lancée de ce qui avait été déjà dit, je vais apporter quelques éléments d'analyse pour apporter un peu d'eau au moulin du président du COJEP. On sait qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de conflits politiques qui justifient la nécessité de la réconciliation, il y a une redistribution des rôles. On a les populations vers lesquelles ils se dirigent, qui se retrouvent dans le rôle de victimes. Mais généralement, les pyromanes, les initiateurs de la déstabilisation politique en Côte d'Ivoire, depuis 1995 au moins, ce sont les acteurs politiques, c'est-à-dire la classe des dirigeants et l'opposition. Alors la démarche de monsieur le ministre est d'aller vers ceux qui sont dans un rôle de passivité. Et on ne l'a pas encore vu aller vers ceux qui sont plutôt les actifs. Quand on veut parler de réconciliation, ou en tout cas qu'on veut anticiper sur des situations d'explosion de la violence, je pense qu'il devrait au moins identifier les acteurs directs, les actifs, dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le boycott actif en 1995, ainsi que 2002 et même 2020, et par la suite, à chaque fois, ce sont des dirigeants qui, dans la compétition électorale, se sont appuyés soit sur le code électoral qui a été rédigé en fonction de leurs propres intérêts ou sur une interprétation de la Constitution qui a été en faveur de leurs ambitions. Et ce sont justement ces causes-là qui ont entraîné ensuite la confrontation qui a commencé d'abord dans la classe politique avant, je dirais, d'être ventilée par soutien ou par partisans interposés dans l'espace social au niveau de la population. Donc la source se trouve au niveau de la classe politique. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu monsieur le ministre se diriger vers les acteurs, ni défendre l'idée d'une réforme politique pour briser ce cycle-là. Donc, quand on émet des réserves, c'est justement parce que quand on regarde la démarche, on voit des vices et formes. Ce que vous dites, c'est que le peuple n'a pas de problème. Le peuple n'a pas de problème. Il faut aller vers les vous avez employé le terme pyromane. Ce sont les acteurs politiques qui, eux, activent le feu et après jouent les pompiers. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Tu veux réagir? Oui, bien sûr. Merci. Je reviens voir Arthur Banga. Voilà. Au moins, on est d'accord que dans ce pays, l'élection tue. Même plus que le sida. Oh, un peu moins quand même. D'accord. On peut exagérer. Un peu moins quand même. En Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas d'élection, on dit, le même peuple dont vous parlez, il est tranquille, se côtoie. Dès qu'il y a une élection, même le voisin avec qui on a mangé hier devient l'ennemi. C'est à ce problème que je vais m'attaquer. En leur parlant. De ce qu'on peut aller aux élections. Celui qui vote son candidat, qui n'est pas le vôtre, n'est pas forcément votre ennemi. Est-ce que cela est inutile? Non. Maintenant, est-ce que je suis allé vers des acteurs? Peut-être qu'il n'a pas regardé ou ne me suit pas. Je suis allé pas à pas. J'ai d'abord rencontré les guides religieux. Ensuite, les chefs coutumiers. Et puis, les acteurs politiques. J'ai rencontré le président de Colambédier. C'est un acteur majeur en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le président Pascal Affi N'Guessan.
Je reconnais Daniel Claveri. Je reconnais Bakongo Sissé. Le seul parti que je n'ai pas encore rencontré, c'est le PPACI. Mais ça va venir. Parce que je ne suis pas des passages. Quelqu'un qui a fait 12 ans hors du pays, en seulement 5 mois, vous voulez juger ses actions. Soyez un peu tolérants. Je ne suis pas des passages. Et observez mon action et je vous donne rendez-vous sur ce même plateau pour faire le bilan de mon action. Mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et moi, M. Diarra-Souba, et vous autres sur le plateau, c'est en fonction du rôle qu'on m'a attribué à la CPI que je suis en train de faire moi aussi cette mission. Mais on a dit dans ce pays que c'est Blé Goudé qui est à la base de tout. Pourquoi vous voulez fuir ce qu'on disait derrière moi ici? Moi, je suis arrivé dans ce pays. Oh, c'est Blé Goudé qui est à la base de tout. C'est lui qui parlait à l'oreille du président Gbagbo. C'est lui seulement qui l'écoutait. Je répète que je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas ministre de la Sécurité. Et pourtant, on parlait de guerre à la CPI. Et je suis revenu ici, en Côte d'Ivoire, accepter que, après 12 ans, moi-même, je me pose comme réconciliateur pour aller vers ceux que j'ai choqués hier ou ceux qui ne me comprennent pas. C'est une démarche que j'ai faite. Il y en a qui me moquent même. Mais pourquoi ils demandent pardon alors qu'il n'a rien fait? Winnie Mandela a demandé pardon quand elle est sortie de prison. Elle était victime. Quand Desmond Tutu l'a interrogé, à la tête de la commission, la même commission dont vous parlez. Donc, je veux dire, je ne sais vraiment pas où est le problème. Je vous comprends, mais je n'ai pas opposé paix et élection. Je voulais aussi vous rassurer, professeur. Je n'ai pas opposé paix et élection. Je dis, allez-y, moi, je n'y vais pas. Et quand je dis moi, ce n'est pas M. Charles Blé Goudé. C'est une instance qui a discuté pendant au moins 6 heures dans le rouge et qui a pris cette décision. Vous pouvez ne pas la comprendre aujourd'hui. Moi, je ne cherche à impressionner personne. Il y a un seul interlocuteur, il s'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour lui que je me bats. Très bien. Et dans ce peuple-là, il y a M. Vanier Bikalou qui nous appelle de Cocody, qui salue votre démarche, Charles Blé Goudé. Vanier Bikalou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Très rapidement. Bonsoir, Ali Diarra-Souba. Et nous apprécions bien. Merci, merci. Nous vous écoutons. Allez-y, allez-y. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct dans l'émission. Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue? Bonsoir, monsieur Ali Diarra-Souba. Très bien, je pense qu'on a un problème technique. Est-ce Voilà, que vous le recevez en dernière tentative hein? Féliciter. Oui, allez-y. Admirer, vraiment apprécier la démarche du président Charles Blé Goudé et son parti, qui est un nouveau parti qui est en train de se structurer, mais qui s'est véritablement engagé dans la voie de la recherche de la paix entre les Ivoiriens. Et je pense que c'est la première des choses à faire. Donc j'appelle pour le féliciter tous les partisans de son parti et lui dire grand courage, qu'il continue et que cela va porter du fruit. Très bien, merci beaucoup. Merci, monsieur Vanier Bikalou. Docteur Arthur Banga, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, j'ai été tout à fait scientifique dans ma façon de parler et d'analyser. On ne va pas revenir Voilà. là-dessus. Allez-y, Bon, allez-y, okay. allez-y. Je voulais allez-y. justifier un peu pourquoi j'étais scientifique, mais je passe là-dessus, c'est pas grave. D'accord, je vais revenir au fond. Je pense qu'il a déjà dit, personne ne vous dit, j'ai été le premier à dire, quand j'ai pris la parole. Votre statut vous impose même de le faire. J'étais le premier à le dire. Que c'est une très belle chose que vous parlez de réconciliation. Parce que vous l'avez dit vous-même. Vous avez blessé, il y a des gens qui pensent que vous l'avez blessé, il y a tout ça sur vous. Donc quand vous demandez pardon, bien sûr qu'on encourage ça. Mais on respecte ça. Respecter ne veut pas dire critiquer. Ne pas critiquer, et donc on critique. Moi, à votre place, la première tribune que j'ai écrite quand vous étiez en train de rentrer, c'est de dire quoi? Effectivement, vous êtes un homme politique. Vous ne vouliez pas, vous l'êtes, et vous l'assumez. Pour un homme politique, le mot réconciliation aujourd'hui est le plus grand bateau. Avant vous, c'est tout ce qu'ils disent ici. Peut-être que vous n'étiez pas là. Mais ici, quand ils se disent bonjour, Merci de me donner la ils disent qu'il faut la réconciliation. Le dernier en date, c'est Afinguessan. Il dit que c'est à cause de la réconciliation. Donc, ce qui fait que vous comprenez que nous, là, un parti politique, quand il dit réconciliation, ce que moi j'attends de vous de réconciliation, nous, COGEP, on a travaillé, vous pouvez même le dire que vous allez le faire plus tard, dans un an après votre tournée. Voici ce qu'on a constaté. Et par rapport à ce qu'on a constaté, voici ce qu'on propose. Telle loi, telle mesure, un programme, un projet de réconciliation. Mais si c'est tourné pour écouter les gens là, ils ont fait ça depuis 2011. Comme vous dites qu'on n'était pas là, ils font ça tous les jours. Nous-mêmes, on fait aussi.
Voilà. J'étais sur le plateau, le premier à parler ici de la paix négative, ce que vous avez appelé paix de domination. On fait tout ce même constat. Et il existe partout. Je viens de boucler pour l'IRIS une étude sur le Ghana. Mais le nord du Ghana, ne vous amusez pas avec les conflits de chefferie là-bas. Il n'y a même pas le mois parce qu'il y a eu 10 morts. Il y a eu 10 morts au Ghana dessus. Donc il y a toujours ce genre de problème dans tout pays. Et c'est pour ça que la réconciliation, la paix, ça doit être tout un projet. Ça ne peut pas se limiter à ce que vous dites. Donc ça, c'est un. Voilà pourquoi on ne vous croit pas. Deuxième chose, c'est clair. Je pourrais vous démontrer, mais il a dit une partie. Tous vos candidats n'ont pas réussi en 2018. Vous êtes un jeune parti, vous n'étiez pas là. Donc, c'est ce que je dis. Je comprends même qu'aller à cette élection-là, peut-être que vous allez gagner à Guibérois, parce que c'est vous, mais je ne crois pas que les autres vont gagner. Ça, je vous dis ça encore. Et ça serait une surprise. Je ne vois pas comment vous pouvez faire de bons résultats municipaux. Donc je comprends même qu'on se dise, puisqu'on n'est pas encore implanté, je n'ai pas fini de tourner, je viens d'arriver, il faut que je remette. Vous avez dit à votre conférence, je n'étais pas là, je vous donne rendez-vous dans 1 an, quand on vous a demandé comment se comporte le COJEP. Mais c'est tout à fait normal. Donc il faut que nous aussi on dise, dans la réconciliation si volontaire, si gentille que vous dites, permettez-nous d'analyser, de dire attention. Ça lui permet d'éviter déjà de se prononcer sur beaucoup de problèmes politiques, de se caser politiquement, et ça lui permet de construire son parti et de lui éviter une déconvenue au municipal qui arrive. Si vous y allez, vous allez perdre lamentablement parce que vous n'êtes pas prêt. Donc vous avez le droit de vous apprêter en sortant de la réconciliation. Bien sûr. Malheureusement, je ne serai pas le 4 juin, si je vous aurais suivi pour écouter, parce que je veux vraiment voir ce que vous faites autour de la réconciliation. Vous aurez l'occasion en d'autres circonstances, certainement. Il faut qu'il y ait un projet autour de la réconciliation. Monsieur Delassou, Oui, Charles Blé Goudé. il parle de projet. Pour moi, tout se fait pas à pas. Ils ne savent même pas ce que nous avons dans notre besace. Bon, mais ils sont pressés de nous juger. Et je comprends, ce sont des débatteurs, ils émettent leur point de vue sur une décision politique prise par un parti politique. Ça, c'est la première phase de ce que nous allons faire. Je répète, ce qui embrase notre pays, tous les 5 ans, ou à chaque... ce sont les élections. Tout à l'heure, il a parlé du nord du Ghana. Il a parlé des problèmes de chefferie. Ça a été circonscrit. En 2020, lorsqu'on a pensé que c'était terminé, on a touché le fond. Jusqu'à aller jouer au ballon avec une tête humaine. Ça m'interpelle. Et je veux, avec mes amis du COJEP, aller vers les Ivoiriens pour les sensibiliser sur ce fait-là. C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous allez dire, bon, que comme nous on a échoué, la CDV a échoué, ça n'a pas marché. J'ai pas encore dit échoué. Et donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un d'autre échoue et essaie. Non, vous avez échoué. Permettez que nous aussi on essaie. Et puis après, on va venir comparer les résultats. Mais votre échec ne peut pas être une barrière, voilà, à l'essai des autres. Laissez-moi essayer au moins, moi, voilà, ma potion. Vous dites que Très bien. on est arrivé là. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, messieurs. Merci à vous, Charles Blé Goudé, pour ces précisions. Messieurs, vous aurez la parole, mais vous ne l'avez pas pour l'instant, parce que nous allons marquer une courte pause, et ensuite, vous l'aurez. Merci beaucoup. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et vous le savez, nous avons pour invité ce soir Charles Blé Goudé, président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les aspects de la cohésion nationale et de la réconciliation. Charles Blé Goudé, vous avez fait dans votre développement allusion à une paix fragile. Pour l'un de nos consultants habituels sur ce plateau, qui n'est pas là ce soir, je veux parler d'Aristide Nkenda. Il estime que la crise ivoirienne tire sa source dans la mauvaise gestion de l'altérité de l'autre. Il estime que par moment, à un certain moment de l'histoire de notre pays, il y a eu des cas d'exclusion, il y a eu des cas de mauvais arrangements politiques. Vous dites, on est assis sur une paix fragile. J'imagine que vous connaissez les causes de cette paix fragile-là. Et on a parlé de beaucoup de choses. Mais c'est quoi les solutions imminentes que vous pouvez apporter, vous, de ce que vous avez entendu, des tournées que vous avez réalisées, pour commencer à avoir ce début de paix, pour que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en chien de faïence, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Je vais rejoindre Arthur. Tout à l'heure, il a parlé de projet. Parce qu'il faut apporter des solutions structurelles et non conjoncturelles. Et c'est lorsque nous apportons les solutions conjoncturelles qu'on règle le problème coup par coup que ça nous rattrape après.
je vais tout de suite parler de la commission électorale indépendante, qui pour moi n'est pas une commission électorale indépendante. C'est une commission qui est contrôlée par des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Vous mettez dans une maison, vous enfermez des hyènes, des lions, des rats, des souris, vous revenez le lendemain, vous allez constater ce que vous allez constater. C'est ce qui se passe. Je pouvais comprendre que parce que la Côte d'Ivoire était en crise, on voulait contenter les différentes entités qui étaient impliquées dans la crise. Donc, il fallait équilibrer. Ce n'est plus le cas. Il faut donner à notre pays une vraie commission électorale. Les partis politiques peuvent être membres de cette commission, mais à titre d'observateur. Vous ne pouvez pas confier l'arbitrage des matchs qui oppose Paris Saint-Germain au Real, quand l'arbitre central est du Real et l'arbitre de touche est de Paris Saint-Germain. Ce match ne finira jamais. Je ne sais pas pourquoi les partis politiques de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça. Ils se battent plutôt pour avoir une place dans la commission. Ils parlent de commission équilibrée. Expliquez-moi, c'est quoi une commission équilibrée? Je suis contre cette commission-là. Elle est à la base de tous les conflits en Côte d'Ivoire. Elle est composée de militants des partis politiques. Chacun est mandaté pour gagner celui qui l'a mandaté. Donc on n'en finira pas. Voilà ma première observation. Il faut donc changer le mode de fonctionnement. Il faut donner un mécanisme électoral, un organe électoral crédible à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le découpage électoral. Les deux critères que je connais, c'est soit la démographie, soit la superficie. Je ne connais pas le critère de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Un mélange des deux. Voilà, je ne sais pas si les autres le connaissent. Asseyons-nous, c'est un débat national. Ce n'est pas le découpage du RHDP. Ce n'est pas le découpage du PPACI. Ce n'est pas le découpage du PDCI-RDA ou d'un autre parti politique ou du COGEP. Quand on légifère, on ne légifère pas pour soi. On légifère pour le présent et pour les générations futures. Pour obtenir des résultats durables. C'est ce que le professeur Zézé a appelé une stabilité durable. Ici, chaque parti politique se croit obligé de faire son découpage quand il est au pouvoir. Il faut arrêter ça. Il faut que ceux qui sont là, les 3 elders, il faut qu'ils pensent à nous. Pour ne pas nous léguer un pays déchiqueté. En faisant quoi? Mais en faisant ce que je suis en train de dire. En légiférant pour le futur. D'abord, en changeant cette commission électorale. 2, en nous donnant des critères objectifs sur lesquels on s'entend. Pour les élections. Je pense que je me penche uniquement sur les élections. Parce que c'est de là que viennent nos conflits ici en Côte d'Ivoire. Depuis en tout cas au moins 10 ans. Sinon, depuis la mort de Fou-Boigny, chaque élection ressemble à une annonce de guerre, à une déclaration de guerre. Et moi, ça me fait peur. Je souhaite, effectivement, qu'il y ait un forum national pour que chaque acteur fasse ses propositions. Pas pour que chaque parti politique puisse gagner, pour qu'il y ait un seul vainqueur, la Côte d'Ivoire. Voilà. Franck Stéphane, monsieur, s'il vous plaît, je serai obligé de vous demander d'aller un peu rapidement, de ne pas aborder 1000 points en même temps, parce qu'on est obligé de courir. Allez-y. Oui, moi, je suis très aligné avec ce que le ministre vient de dire tout à l'heure sur la question de la CEI et aussi du découpage électoral. La question que je veux poser au ministre, c'est est-ce que dans ces démarches préliminaires, ces différents sujets-là ont été portés aux parties prenantes qu'il a rencontrées? Il a parlé du président AFI, du président du PDCI, du ministre Cissé Bakongo, sans trahir de secret, je pense, puisque c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. De ces différentes rencontres-là, quand ces problèmes-là leur ont été posés, qu'est-ce qu'il en tire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir qu'à court ou moyen terme, on aura des solutions à ces sujets-là? Et de l'autre côté, c'est que on a deux partis, le PDCI et le PPACI, qui disent qu'ils ont fait la proposition d'avoir une commission électorale entièrement déléguée soit au ministère de l'Intérieur ou à des techniciens, comme le ministre l'a dit. Par contre, ils se sont vus opposer une fin de non-recevoir par le parti au pouvoir en place, si bien qu'aujourd'hui, ils essaient de se trouver des alternatives en y envoyant des représentants. Bon gré, mal gré, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, le ministre qui a eu à les rencontrer, aujourd'hui, est-ce qu'on a des raisons de croire que
ça va changer à court ou moyen terme. Très bien. Charles Blé Goudé? Oui, je vais peut-être le décevoir parce qu'il faut être franc, il ne faut pas raconter ce qui n'a pas été. Je venais d'arriver après 12 ans d'absence. J'ai été faire mes civilités. Je n'étais pas allé discuter ces questions-là. Voilà. Néanmoins, nous parlons de que faire pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre une paix durable. Mais ça, ce sont des projets dont on discutera plus tard. Je ne peux pas venir de la haie en même temps, je viens et je discute de tous ces problèmes. Non. J'ai rencontré le ministre Bakongo pour lui faire mes civilités. C'est un adversaire politique. Et avant que je parte, on ne se parlait même pas, vous voyez. Mais le seul fait qu'on se soit vu, qu'on se soit assis, qu'on parle, c'est déjà un début. Que des acteurs qui n'ont pas forcément la même vision sociétale puissent se rencontrer, parler, sans que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. C'est cela. Ensuite, j'ai rencontré les autres. Donc, ce que vous dites, je prends note, et ça, c'est sur notre agenda. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que vous connaissez notre agenda? Nous voulons aborder toutes ces questions et puis pousser les autres, amener les autres à comprendre qu'il faut léguer plus qu'on a reçu. Charles Blé Goudé, à présent, on va aborder une question qui concerne et la cohésion sociale, la réconciliation, mais aussi et surtout la vie politique du pays. Vous parliez tout à l'heure de la commission électorale indépendante. Elle a invité l'ensemble des partis politiques significatifs pour évoquer la question de la liste électorale. Et il se trouve qu'il a été rappelé à toutes fins utiles que le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur cette liste électorale pour ses déboires judiciaires. Je pense que vous avez le même sort. L'un des représentants du PPACI dans la salle, en l'occurrence le professeur Sébastien Dano-Didier, a pris la parole pour estimer que ce n'était pas juste cet état de fait-là. Comment vous réagissez-vous? À quoi? Au fait que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, que vous également, vous n'y soyez pas. Merci. C'est précis? Oui, comme tout le monde, hier, mes services, mes camarades, après avoir vérifié, m'ont rapporté que le président Gbagbo, moi-même, Guillaume Soro, nous ne sommes pas sur la liste. Vous étiez surpris? Non. Non, moi je n'étais pas surpris. Je sais que je suis condamné à 20 ans. Je ne suis pas gracié même. Je peux sortir là tout de suite et le procureur peut m'arrêter. Voilà, je suis condamné à 20 ans. On m'a radié de la liste électorale, c'est la conséquence de ma condamnation. Que faire? J'ai pris acte de la décision. J'ai mal, bien sûr. Parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Je ne vais pas revenir sur les détails. Ce n'est pas l'objet de la question que vous m'avez posée. J'estime que le droit à parler, hier, c'est une réponse juridique, judiciaire qui a été donnée. Mais il faut bien régler la question. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut éviter à la Côte d'Ivoire d'autres tensions. Il faut donc créer un cadre politique pour régler cette question-là. Mais avant la question, le cadre politique, il y a le recours. Il y a un contentieux qui sera ouvert. Malheureusement, pour nous encore, le président Gbagbo et moi, c'est la même CEI qui va répondre parce que la cause n'a pas encore changé. Ce que je propose et ce que je demande. Souvent, nous avons vu ici le président Bédier, le président Gbagbo, le président Ouattara s'est rencontré ici à Abidjan. Ensuite, à Yamoussoukro. Et quand ils se sont rencontrés à Yamoussoukro, c'était autour de la remise d'un prix de paix. Moi, je souhaite que les trois elders, comme ils l'ont promis, que chaque fois que besoin sera, ils vont se rencontrer. Je souhaite qu'à ces rencontres-là, on ne prenne pas seulement des photos, mais qu'on règle les problèmes qui risquent d'embraser la Côte d'Ivoire. Je demande donc au président Ouattara, au président Gbagbo, au président Bédier de se rencontrer pour poser ce problème pour qu'il soit réglé. Nous avons intérêt à ce que ce pays soit en paix. Je remets les cartes dans la main du président Ouattara pour que cette question soit réglée de manière politique. Quand il y a une situation comme celle-là, on peut prendre des décisions exceptionnelles. On peut prendre des décisions politiques. La constitution de la Côte d'Ivoire lui donne ce pouvoir. Il peut le faire pour nous tous. Mais en ce qui me concerne, moi je suis un garçon... Vous allez observer les voies de recours? Non, moi je suis un garçon très patient. Je suis dans une logique depuis que je suis arrivé. J'ai été condamné par contumace. Je suis arrivé, vous ne m'avez même pas encore vu emprunter une voie juridique. Parce que
Je dis, je suis dans une voie de réconciliation. Quand on est dans une voie de réconciliation, ces actes doivent suivre. J'ai été patient, moi. Monsieur Delassouba. Dites-nous. J'ai fait 14 mois en détention, en isolement ici à la DST. Ensuite, on m'a transféré à la CPI, où j'ai fait près de 6 ans de procédure judiciaire. J'ai été acquitté le 15 janvier 2019, à 16h, à Tulle. À 21h45, pendant que mes partisans tentaient de célébrer dehors, on me remettait les menottes. Parce que le procureur a fait appel. J'ai vécu ça. J'ai dû attendre jusqu'en février 2019 pour que je sois libéré. Là encore, j'ai pensé que c'était fini. Je devais attendre 3 ans plus tard pour que le 31 mars 2021, je sois totalement libéré. Là encore, j'ai cru que c'était fini. Je devais attendre 1 an et demi pour obtenir un passeport qu'on obtient en 3 jours. J'ai été patient. Ensuite, j'ai cru que c'était fini. Je devais encore attendre pour que j'ai une date, pour que je puisse arriver. Je suis devant vous. Les autres questions, pour moi, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, Charles Blé Goudé. Je veux vraiment préciser sur ce plateau pour ne même pas qu'il y ait encore des polémiques inutiles. C'est moi, Charles Blé Goudé. Je suis patient. J'attends de poser. La Côte d'Ivoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un futur. On ne pose pas les problèmes le même jour, on ne les règle pas le même jour. Telle est ma conception. Mais moi, je ne suis pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question. De son frère. Et c'est moi le neveu qui le demande à mon oncle. C'est ça. C'est important. Et justement, Merci. depuis que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez pu voir votre oncle? Non, mon oncle est un peu occupé, on se verra après. Arthur Banga? Non, mais je salue la responsabilité sur ce sujet. Hein, la responsabilité, la franchise. J'ai fait exprès de vous demander si vous étiez surpris. J'ai bien aimé votre réponse parce que hier, il y a des gens qui... J'étais surpris de les voir surpris. Parce que, on l'a dit ici, il y a quelques mois sur ce plateau, on a dit à des responsables du PACI de bien informer leurs militants sur le fait que, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la liste. Après, derrière ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on leur a conseillé. De travailler avec tout le système politique, mais aussi, eux, ils ont un groupe parlementaire. Donc aussi le système législatif. C'est-à-dire qu'ils peuvent initier une loi d'amnistie, par exemple. C'est à ça aussi que doivent travailler nos partis politiques. Quand on est un groupe parlementaire, on a la possibilité d'initier une loi d'amnistie et elle ira au Parlement. On verra donc qui sont ceux clairement qui vont voter contre, parce qu'il y a la conséquence de cette amnistie, c'est-à-dire de ramener tout le monde au pouvoir, ou il y a la voie, j'imagine que vous n'avez pas de groupe parlementaire et de députés, donc il y a cette voie qui est la voie politique. Mais ça, la responsabilité de Charles Blé Goudé cette question. Et je pense que les solutions que vous proposez sont celles qu'il faut accepter. Parce que malgré tout, notre pays il a souffert d'exclusion. Hein? Pour que les élections soient belles aussi dans notre pays, il faut que vraiment les acteurs majeurs soient présents dans ces élections. C'est pas joli d'avoir une élection en Côte d'Ivoire à laquelle Laurent Gbagbo ne puisse même pas voter. On ne parle même pas de se présenter. Voilà. Donc, quand même, quand on finit le tour de ça, je pense qu'on doit tous chercher des solutions et les voies que vous conseillez sont pour moi des voies intéressantes, encore que le PPACI a pour lui la voie législative. Landry? Alors, je voudrais considérer les propos de M. Charles Blé Goudé et me référer à ce qu'a été et ce qu'est son parcours. Hier, c'était un activiste politique dont le discours était enflammé. Aujourd'hui, on a un homme politique qui envisage de devenir un homme d'État. La patience dont il fait montre devrait inspirer pas mal d'entre nous, pour ceux qui demain aspirent pouvoir participer à la vie de notre pays. Ce n'est pas de la faiblesse, parce qu'il a au moins sa voix. Il aurait pu dire, même si tu me bats, je peux quand même dire ce que je pense. Mais ce qu'il pense, c'est qu'en réalité, un combat, il se mène sur le long terme. Et c'est avec des personnes qui sont inspirées d'une telle vision de la vie que l'on peut croire en un pays en capacité de régler les problèmes à long terme. Autre chose qui est intéressante, c'est que tout à l'heure, il nous a exposé deux projets que nous partageons largement. Une CEI technique et puis un découpage électoral basé sur des critères objectifs.
consensuellement débattu et arrêté. Pour qu'enfin on ait dans ce pays les moyens de construire une paix durable, étant donné que les élections comptent pour beaucoup dans les crises que nous connaissons. Ça, c'est intéressant à le préciser. Autre chose, c'est que, Arthur l'a rappelé, pour la question de la capacité du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume à pouvoir figurer sur la liste électorale, dans ce pays, il faut bien comprendre qu'au-delà de la réponse juridique qui a été donnée, ici élégamment par le président de la CEI, nous avons et nous sommes témoins de ce que nous sommes capables, nous avons la capacité de donner des réponses politiques. Et des réponses politiques ont aidé certaines personnes, certaines personnalités à pouvoir continuer leur marche. Je crois que pour la paix, je crois que pour la réconciliation, tout en observant de marcher pas après pas, il va falloir à un moment donné se créer ce fameux cadre-là pour qu'une réponse politique soit donnée. Ce n'est pas pour dire que je crains quelque chose, mais c'est pour pouvoir consolider et rassurer tout le monde. La Côte d'Ivoire en a besoin. Docteur Bangali? Oui, ce sont forcément des paroles qui rassurent, de savoir que le ministre Charles Blé Goudé est habité par, je dirais, cette tranquillité du pêcheur qui est assis pour emprunter le style au professeur Dion, habité par cette tranquillité du pêcheur qui a une assurance, c'est que dans les temps, il y a des poissons. Voilà, quitte à savoir à quel moment on pourra en avoir, mais on est sûr au moins qu'il y a des poissons. Donc déjà, dans la démarche, je pense qu'il y a distance. Dans les propositions également, parce que la question de la composition de la CEI a été toujours au centre des débats, et également ainsi que la question du découpage électoral. Mais la clé de voûte pour tous ces changements, à cause de notre système hyper présidentialiste, c'est la personne du président de la République. Et le président de la République est à la fois dans le rôle du chef d'un camp politique qui, certainement, se retrouve tiraillé entre son rôle d'homme d'État, qui lui dicte de faire des choix qui vont dans le sens de l'intérêt politique, de l'intérêt collectif, et en même temps, il se retrouve dans le rôle du chef d'un camp qui est aussi amené à faire des choix, à prendre des décisions pour faire en sorte que les arcanes du pouvoir demeurent dans sa lignée politique. Donc finalement, il est tiraillé entre ces deux statuts-là. La question, c'est de savoir comment est-ce que les acteurs qui arrivent sur un espace politique duquel j'avais été absent pendant pratiquement un peu plus de 10 ans, comment ces acteurs-là arrivent à eux-mêmes à se créer une place et à porter une voix qui s'impose sur la scène politique ivoirienne. Alors je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y a son approche à lui, c'est-à-dire celle de la patience, et puis de considérer, de prêter la bonne foi à ses interlocuteurs qui sont au pouvoir, de qui dépend la prise de ces décisions-là. Et puis il y a, je dirais, l'approche du PPACI, parce que j'ai écouté le personnel politique de ce parti qui est pratiquement sur pied de guerre. J'ai vu des consignes demandant aux militants d'échausser les quais parce que les choses allaient bouger. Et donc, c'est deux styles différents, deux styles qui s'opposent finalement. Et je crains qu'à partir du moment où les deux camps, sinon le parti du président Laurent Gbagbo ainsi que celui du ministre Charles Blé Goudé, sont dans une sorte de condition commune, s'ils ne parlent pas d'une même voix, cela risque de nuire à la portée de, je veux dire, de leur combat. Donc, est-ce que déjà, en interne au niveau de ces deux partis qui quand même appartiennent, jusqu'à ce que peut-être le projet de société du COGEP nous dise le contraire, qui appartiennent à la gauche ivoirienne, est-ce que la première étape, ce n'est pas déjà de se parler, de convenir d'une démarche commune, et puis ensuite de l'adopter, de la suivre ensemble, de sorte qu'il y ait une addition des dynamiques pour qu'en face, le pouvoir se retrouve face à un bloc soudé. Pour cela, il faut qu'ils se parlent. Charles Blé Goudé, justement, depuis votre retour, vous et le PPACI, vous n'êtes pas forcément en odeur de sainteté. Non, on ne va pas mélanger les choses. On ne mélange pas les choses. Non, c'est une transition pour vous à mener sur la question qu'il a évoquée. Dites-nous, allez-y. Ici, on parle de personnalités politiques. C'est cela. Qui ont été exclues de la liste électorale. Que faire? C'est ça la question.
Moi, je fais une gestion par objectif. Je fais une gestion par résultat. Je dis, hier, c'était une décision juridique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi les militants du PPACI sont sur pied de guerre? Avant-hier, ils n'étaient pas sur pied de guerre. Leur attitude aussi est une conséquence de la décision d'hier. Pour essayer de calmer tout cela, j'ai proposé, et je le propose, de demander au chef de l'État de prendre une décision, de rencontrer ses pairs, qui sont le président Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo. Ils vont se parler pour que cette décision-là puisse faire tomber l'atmosphère politique. C'est ce que j'ai dit. Et ça, il n'y a pas de contradiction sur ce point. Qui dit qu'il faut parler d'une même voix. La décision est tombée hier. La précipitation est source d'erreur. Et moi, est-ce que je dois parler au PPACI? Vous n'en savez rien. Avons-nous parlé hier? Vous n'en savez rien. Mais c'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà, mais je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas y répondre. Je pense que ce qui est important ici, c'est comment faire pour que le climat social puisse être apaisé. Cher Blé Goudé, vous ne manquez aucune occasion de rappeler que vous avez fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Votre relation personnelle avec votre mentor, votre père, comme vous l'appelez, évidemment, suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a entendu dire que le torchon brûle, le torchon a brûlé, soit avec lui-même, soit avec ses partisans. Moi-même, quand vous m'avez reçu à La Haye, vous avez dit que le problème, ce n'était pas avec lui-même, c'était avec son précaré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans vos rapports? Est-ce que vous avez été reçu sans qu'on le sache? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir? Comment les choses se passent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on a fini avec le sujet de la radiation sur la liste électorale? Comme c'est vous qui dirigez les débats. Oui, bien sûr, chacun a donné son point de vue là-dessus. Donc maintenant, nous sommes sur les rapports, exactement. Les relations entre le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales, on parlait des crises en Côte d'Ivoire, on parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là où me ramener maintenant sur un problème de personnes. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent, et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles, me disant, de manière répétitive, que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi, je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile pour moi. Je lui demande pardon. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte l'aîné. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que, comme beaucoup le subodorent, le problème, c'est pas vous deux en tant qu'individus, le problème c'est l'entourage. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudé. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. Delassouba, je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire trois choses. Je vais tâcher de ne pas être très long. Et je vais continuer sans nous couper la parole. Oui, allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne veux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre cou est sale. Je demande pardon au président Gbagbo. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle. Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le COGEP? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Mais et si c'est la condition pour que votre père vous accorde son pardon? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Et si c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que j'étais en prison. Peut-être que si vous dissolvez le COGEP, tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Delassouba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens
qui pratiquement n'avaient rien à manger, ont gardé le COJEP. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et j'ai dissous le COJEP. Ça, je dis, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais je parle vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît, je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Oui, bien sûr, on a d'autres sujets de toute façon à aborder. Professeur Dion, vous voulez réagir? Allez-y. Alors, ma première réaction, ça sera que ce qu'il vient de dire, c'est ça qu'il doit dire. Voilà. Il a fait 10 ans avec Laurent Gbagbo à La Haye. Le contact n'était pas seulement physique. Tout ce que Laurent Gbagbo lui a dit, tout ce qu'ils ont partagé, le sourire de Gbagbo qu'il a vu, les consignes de Gbagbo, les poignées de main, ça, personne n'a reçu ça de Gbagbo si ce n'est Charles Blé Goudé. La grande bénédiction que lui reçoit de Gbagbo, c'est le fait d'être resté avec Gbagbo pendant 10 ans. Et je pense que tous ceux qui vont être avec Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo finisse la politique, ils n'auront pas cette grâce et cette bénédiction. C'est pour ça que je souhaite, et c'est ce qu'il vient de dire, qu'il n'y ait même plus de mots à l'endroit de Laurent Gbagbo qui est son père. Parce qu'il aura tout reçu. Pour moi, spirituellement parlant, lui, il a tout reçu de Laurent Gbagbo. C'est la première chose. La deuxième chose qui me ramène un peu à ce qu'on a dit. Tout à l'heure, j'ai dit que le mal, c'est la maladie, ce n'est pas le médecin. Il a identifié le mal, il a parlé des élections. Que les gens sachent que ceux qui ont fondé la démocratie sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Et parce que le pouvoir est dangereux, on ne le donne pas à une seule personne. On ne le donne pas à quelques personnes. On le donne au peuple. Et ce pouvoir-là, on ne donne pas cela à quelqu'un tout le temps. D'où la logique de l'alternance. Si on a compris ça, on est dans une démocratie dynamique. Mais c'est quand on a peur de l'alternance, quand on est dans la logique de « après moi, c'est moi », voilà toutes les difficultés que nous avons. Mais quand on est dans la logique de « après moi, c'est toi », après toi, c'est lui, mais vous verrez qu'on va mieux respirer en Afrique parce qu'un parti qui sait que le Ali Diarra-Souba, président, n'a que 10 ans à faire. Et après 10 ans, vous m'envoyez sourire, quoique je n'ai aucune ambition. Pour l'instant, on a trop entendu ça ici. Non, je suis très bien dans ma posture de journaliste. Je présente mes émissions. Allez, terminez, professeur Dion. Il faut qu'on adopte cette posture-là au point où c'est tellement risible de voir que commission électorale autonome, commission indépendante, mais un pays où tout fonctionne normalement, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. 18h, on a fini les élections, 20h, on a les résultats, on passe. Professeur Dion, vous le dites comme s'il n'y aurait pas de risque de soupçon des mêmes partis politiques qui diraient le ministre est membre du parti au pouvoir, il y aurait encore des suspicions, professeur Dion. Il y a eu à certaines époques le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Les mêmes partis d'opposition. Mais il s'agissait de consolider. Et quand on s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que si on avait continué dans cette logique, on avait consolidé. Mais pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'il y a eu des objections. Mais parce que aussi, je reviens à la question de l'alternance. Parce que aussi, il y a la volonté de perdurer. Je termine sur la troisième chose. Allez-y. Sur la parole politique. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est une sorte de parole politique que moi j'encourage. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler à ceux à qui on veut dire ou on veut demander des choses essentielles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, on veut gagner la paix. Oui, nous voulons tous gagner la paix et la réconciliation. Mais quand on veut gagner la paix, on se tient loin des extrêmes. C'est ça. La paix n'est pas un extrême. La paix, c'est un maximum. C'est différent. Donc, que les Ivoiriens comprennent et que les hommes politiques comprennent que quand on dit politique, la politique ne rime pas avec injure.
avec grossièreté. Dans politique, il y a le mot police. Dans police, il y a civilité, civilisé. Donc dans politique, il y a politesse, il y a courtoisie dans les mots, il y a élégance dans les actes. Une fois qu'on est configuré de cette façon, on comprend que, en fin de compte, l'indécence d'une parole, Ali, ça peut tuer la pertinence de votre parole. Votre parole peut être juste, mais son indécence et sa grossièreté, c'est pour ça qu'il y a un grand penseur ivoirien que je salue au passage, professeur Logbo-Niézé, qui dit qu'il est des mots et des paroles comme des odeurs et des fleurs. Une fleur qui ne sent pas bon, un parfum qui ne sent pas bon, allez, on s'en éloigne. C'est pour ça que des paroles qui blessent, vous ne pouvez pas attendre du chef de l'État qui pose un acte de réconciliation quand vous lui demandez des choses, mais avec des injures et des grossièretés, avec discourtoisie. Je suis entièrement d'accord avec M. Charles Blé Goudé sur ce point-là. Charles Blé Goudé, je suis bien obligé de vous demander de prendre un engagement. Vous reviendrez, parce qu'il était prévu qu'on aborde des questions d'économie, de politique internationale. Malheureusement, nous sommes presque au terme. Non, M. Souba, moi, oui. je suis à votre disposition. Très bien. Pour des questions qui engagent l'intérêt national, et je suis à votre disposition. Je suis vraiment disposé dans l'esprit à aborder toutes les questions. Je suis à Abidjan. Vous m'invitez à n'importe quel moment. Je viendrai pour qu'on puisse donner une suite à cette émission. Mais pourquoi attirer les... Très bien. Charles Blé Goudé, quand vous nous avez reçus à La Haye, vous avez dit ceci. On suit avec le concours de la réalisation. En répondant à une question. Quand on veut être président de la République de son pays, c'est bien parce qu'on a quelque chose à apporter. Les jeunes Ivoiriens, vous avez dit les choses ont évolué. Les jeunes de 2000 ont 22 ans aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées derrière vous. Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez, vous, apporter en tant que président de la Côte d'Ivoire s'il advenait que vous occupiez ce poste un jour? M. Delassouba, vous me posez exactement la même question quand je serai en Côte d'Ivoire. Je prends rendez-vous avec vous. Quand je serai en Côte d'Ivoire, vous me posez exactement la même question. Mais c'est à l'étranger, c'est l'honneur. On serait en football qu'on aurait parlé de la VAR. Charles Blé Goudé, vous êtes à Abidjan, en face de moi. La valeur ajoutée, pourquoi vous voulez tant être président de ce pays? Qu'est-ce que vous ferez que les autres présidents n'ont pas fait? C'est la première fois que vous voyez un parti politique qui renonce à des élections pour la paix. D'abord ça, c'est une valeur ajoutée. Deuxièmement, beaucoup de personnes me posent la question, quel est son projet? Il y en a qui pensent même me moquer. Un projet politique, ça se construit. En ayant fait l'inventaire de l'existant. Moi, je veux faire les choses autrement. Le comment, c'est la question que vous me posez. Je ne suis pas en campagne présidentielle. Là où je suis assis. Ça, c'est un report à nouveau. Là. Non, je ne suis pas en train de reporter. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, est-ce que je reviendrai ici? J'ai dit volontiers. Mais je vous dis que je ne suis pas en campagne présidentielle. Tout s'interprète trop tôt dans ce pays. Je vous ai dit qu'un jour, je vais diriger ce pays. Je ne suis pas en campagne. Pour venir ici et puis déballer mon projet de société, parce que c'est ce qu'on me demande. Je travaille d'arrache-pied pour confondre ceux qui pensent qu'au COJEP, on ne connaît rien. Pour confondre ceux qui pensent que notre génération, elle est là pour accompagner. Nous préparons ardemment notre projet de société, M. Delassouba. Ce n'est même pas à vous que je vais l'exposer. C'est au peuple de Côte d'Ivoire que je vais l'exposer. À travers les médias? Mais bien sûr que ça viendra. Donc à travers nous? Bien sûr que ça viendra. Mais nous sommes en train de travailler. Et n'ayez crainte. Nous viendrons ici. Nous allons parler des grandes lignes de notre projet de société. Mais des élections qui ont lieu en 2025. Vous me demandez, moi maintenant, de m'asseoir là, pour vous dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Merci en tout cas de faire la révélation selon laquelle 2025, vous serez candidat. Non, je n'ai pas dit ça. Il dit des élections auront lieu en 2025. Des élections auront aussi lieu en 2030. Voilà, mais pour l'instant, 2025, je ne donc suis moi candidat. Que vous serez candidat en 2025. La date la plus proche est... Vous y pensez en vous rasant tous les matins 2025? Oui, j'y pense pas pour moi-même. Pour qui? Mais pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on nous réserve encore? C'est ça. Les hommes politiques sont forts, hein? Ah oui, dans la rhétorique. Qu'est-ce qu'on nous réserve encore, M. Delassouba? Vous savez, la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. Un leader doit anticiper. Chaque fois que je parle de paix, vous souriez. Moi, j'ai vécu des choses terribles. Je veux faire les choses autrement, M. Delassouba. Mon projet de société, personne n'arrivera à m'impressionner, à fouetter mon orgueil, pour que je vienne sur ce plateau, oui, tout de suite, voilà ce que... Non. J'attends mes contradicteurs.
Ceux qui seront candidats face à moi, quand je déciderai d'être candidat un jour, vous allez nous inviter sur ce plateau, on va parler. C'est projet contre projet. Moi, je ne parle pas dans le vide. Ils sont assis en ce moment, ils prennent note. Ils sont assis en train de... Oui, je sais. Très bien. Franck Stéphane, monsieur, s'il vous plaît, très rapidement, allez-y. Très rapidement. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire attend beaucoup du personnel politique. En effet. Et je pense que, après, c'est une question d'appréciation, hein, mais je pense qu'il n'est pas déraisonnable de pouvoir dire à ce peuple-là, aujourd'hui, voilà les difficultés en face desquelles vous êtes, nous, voilà les propositions que nous faisons, qu'on soit demain au pouvoir ou maintenant dans l'opposition, de sorte que ceux qui sont actuellement au pouvoir puissent s'en inspirer. Je pense que ce n'est pas gênant d'être force de proposition. Si tant est qu'on se bat pour ce peuple-là, parce qu'à la fin, que ce soit l'équipe actuelle qui réalise ce que vous proposez, mais si tant est que ça répond aux soucis pressants des populations, je pense qu'il n'y a pas de gêne à cela. L'autre chose, je me sens interpellé. Oui, on le laisse terminer et puis je termine et puis vous allez répondre. Il termine rapidement, en 15 secondes, allez-y. Après, c'est à mon tour. Oui, bien sûr. Dans l'élément que vous avez présenté, vous lui avez posé clairement la question, M. Charles Blé Goudé, quel est votre projet pour valeur ajoutée, votre projet pour le peuple de Côte d'Ivoire? La réponse qui a été donnée, c'est que lorsque je serai en Côte d'Ivoire, je vous en parlerai. Ce qu'on entend, c'est que le COGEP est actuellement en train de travailler. Je pense que c'est de bon aloi aussi de dire, peut-être que j'avais pensé à un certain nombre de choses, mais j'essaie de confronter cela à la réalité du terrain et après, je vous ferai proposition de mes projets. Mais franchement, comme le ministre veut me mettre à l'aise, je vais le dévancer. On est au terme de l'émission. Je pense il faut que je parle. Ce n'est pas gênant de proposer, parce qu'il y a plein de sujets. Je vous en fais une pile là-dessus. Absolument. On s'en souvient. Monsieur de la Souba, oui, Charles Blé Goudé, allez-y. Je vais évoquer 3 points seulement. Oui, allez-y. La question qui fait l'actualité juste avant que je n'arrivais, c'est la question des docteurs qui ont été en prison. J'ai une proposition là-dessus. Laquelle? Dans mes recherches, je me rends compte que le ministère de l'Enseignement supérieur accorde près de 1,5 milliard à des heures complémentaires. C'est-à-dire, on donne cet argent à des enseignants qui sont déjà en fonction, avec des heures complémentaires. Pourquoi les heures complémentaires? Cela veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ces heures complémentaires-là, c'est 8,5 milliards. Seulement la moitié. 1,5 milliard, vous avez dit? 8,5 milliards. Seulement la moitié peut permettre de recruter seulement 400 enseignants. Bon, malheureusement, on est au terme, sinon professeur Dion et docteur... S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous avez demandé un programme, non? Oui, bien sûr. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Parlez. Vous avez demandé un programme. Vous avez demandé ma réaction sur des sujets d'intérêt. C'est ça. J'ai aussi fouillé au niveau du ministère de la Santé. Je me rends compte que un budget a été dégagé, 730 milliards pour réhabiliter des centres de santé, pour construire des centres de santé, pour construire des CHU. Mais la pyramide sanitaire n'est pas respectée. Pourquoi je le dis? L'OMS dit qu'il faut au moins un centre de santé à moins de 5 km des populations. C'est cela. Pour rapprocher, pour désengorger les CHU. Monsieur de la Souba, la somme qui est dégagée de ces 130 milliards, ce sont 3 milliards pour la réhabilitation des centres de santé pour construire. Mais dans ces 63 milliards, moi je pense qu'on peut aller loin. Selon eux, un centre de santé coûte 215 millions. Si on construit 1000 centres de santé, ça fait 215 milliards. Ça fait 30% des 730 milliards. Ça rapproche. Et ça désengorge parce que quelqu'un ne quitte pas sa cour pour aller directement au CHU. Il faut passer par ce qu'on a appelé les établissements sanitaires de premier contact. C'est cela. Ce sont les centres de santé ruraux, urbains ou communautaires. Il faut donc respecter cette pyramide-là. Nous, on aurait fait autrement, nous au COGEP. Vous allez même voir que dans l'enveloppe allouée dans l'assurance maladie universelle, l'enveloppe de fonctionnement des structures est même plus élevée que l'enveloppe allouée aux prestations. On peut inverser la courbe. Et pourquoi on est étonné après que la population ne se bouscule pas
pour aller payer. Peut-être que parce que les prestations ne sont pas à la hauteur des espérances. D'accord? Je veux qu'on discute ce sujet, mais je ne suis pas pressé. D'accord, très bien. C'est parce que je savais qu'on allait avoir un débat que je vous dis, je ne suis pas pressé. Invitez-moi ici, on va discuter. Très bien. Moi, je ne suis pas un politicien qui vient ici pour faire des proverbes seulement. Hein. Je suis africain. D'ailleurs, vous ne nous en avez pas servi suffisamment ce soir. Les internautes en raffolent. Si vous devrez nous servir un proverbe, une figure imagée avant de nous quitter ce soir, ce serait lequel? Notre pays est un pays solide, qui a du potentiel, qui connaît des crises, mais elle reste la Côte d'Ivoire. Quelle que soit la force de la pluie, elle ne change jamais le plumage de l'oiseau. J'étais très touché par la partie émotionnelle. On va sortir de la partie émotionnelle avec le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, merci pour ce message. Il y a longtemps que j'attendais ça de vous. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Bravo. Mais quand on avait le côté personnel, la gauche est en lambeau aujourd'hui. Il reste 5 secondes. La gauche n'est pas unie. Il y a plusieurs partis de gauche. Et vous, si le COJEP est encore à gauche, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une grosse faiblesse? Et je suis le premier à reprocher à Laurent Gbagbo de n'avoir pas assez fait pour la rassembler. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour que la gauche soit rassemblée? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la gauche, pour parler comme mon ami, n'est pas en capacité de gagner les élections, d'abord parce qu'elle est divisée. Charles Blé Goudé, ce sera la réponse à cette question sera votre mot de fin. La gauche n'est pas en dehors de la société ivoirienne. Ce pays, lui-même, il est divisé. Il a connu une crise grave. Des plaies qui résultent d'une telle crise ne se pensent pas en un jour. Laurent Gbagbo lui-même a passé plusieurs années en dehors de ce pays. Moi aussi. Moi, je viens d'arriver, puisque c'est à moi que la question est posée. Laissez-moi cartographier au moins les mots que vous avez déjà cartographiés. Ne me jugez pas en 5 mois. On croit beaucoup en vous. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. J'ai beaucoup souffert de ce que j'ai vécu. Laissez-moi le temps de me reconstruire. Vous attendez beaucoup de moi, aidez-moi à me reconstruire. Ensuite, on va résoudre les problèmes. Charles Blé Goudé, merci d'être venu. Abonne-toi dès maintenant à Le Déclic pour ne rien rater. Chaque jour, découvre des vidéos inspirantes sur la politique, le business et la motivation. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications et partager les vidéos avec ton entourage. Ensemble, faisons naître ce petit déclic qui change tout.